Regarde le monde autour de toi. Il y a ceux qui ont tout. Et ceux qui n'ont presque rien, et on le tient pour acquis. Ça a toujours été ainsi, penses-tu, mais c'est faux. Pendant presque toute notre histoire, les riches et les pauvres n'existaient pas. Il n'y avait ni maître, ni serviteur. Personne ne commandait aux autres. Alors, quand est née l'inégalité? Et pourquoi? C'est l'une des questions les plus importantes qui soient. Et la réponse va te surprendre. Revenons à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient en se déplaçant sans cesse, suivant les animaux et les saisons. Et si tu bouges tout le temps, accumuler n'a aucun sens. Tu ne peux pas tout emporter. Quand quelqu'un chassait un animal, la viande se partageait avec tous. Pas par bonté, c'était une assurance. Aujourd'hui je partage avec toi, demain tu partages avec moi. Un chasseur fort aujourd'hui pouvait tomber malade demain. Partager n'était pas de la générosité, c'était survivre. Pas de mur, pas de clôture, pas de serrure. La propriété n'existait pas, et on le voit dans les tombes, toutes pareilles, simples. Personne n'était enterré comme un roi. Mais attention, ils n'étaient pas égaux parce qu'ils étaient des anges. Ils étaient égaux parce que le groupe l'imposait, avec férocité. Si un chasseur se vantait de sa proie, les autres se moquaient de lui. Quel animal maigre, quelle petite chose. Qui essayait de commander ou de se mettre dessus était ridiculisé, jusqu'à redevenir l'égal des autres. Les chercheurs appellent ça le nivellement. Une façon de garder tout le monde à la même hauteur. Les décisions se prenaient en parlant, tous en cercle, jusqu'à se mettre d'accord. Personne ne pouvait donner d'ordre. Un chef, s'il y en avait un, pouvait seulement convaincre. Obliger les autres, tout simplement, il ne le pouvait pas. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'égalité a été la règle. Défendue, chaque jour, et on le voit encore aujourd'hui. Certains peuples, comme les Hadza en Afrique, vivent encore ainsi. Chez eux, si tu as quelque chose et qu'un autre te la demande, tu la lui donnes. On appelle ça le partage à la demande. Accumuler ne te rend pas important. Ça te rend suspect. Puis, il y a environ 10 000 ans, quelque chose change. Nous apprenons à cultiver. Nous nous arrêtons. Nous bâtissons des villages. Nous ne bougeons plus. Curieusement, les premiers paysans travaillaient plus et mangeaient moins bien que les chasseurs. Mais désormais on ne revenait plus en arrière. Plus de bouches à nourrir, plus de champs, plus de travail. Et pour la première fois, nous pouvons conserver la nourriture. Un mot nouveau apparaît, le surplus, le en plus. Et là, il se passe quelque chose d'énorme, parce que le surplus se mesure. Et si ça se mesure, quelqu'un peut en avoir plus qu'un autre. Et quelque chose qui n'existait pas avant existe maintenant, le mien, le tien, la propriété. Mais attention, cultiver, à soi seul, ne suffit pas à l'expliquer. Beaucoup de peuples de paysans restèrent égaux longtemps, parce que ce surplus n'était plus seulement de la nourriture pour aujourd'hui. Pour la première fois, c'était du pouvoir pour demain. Il fallait autre chose, quelque chose à accumuler, à défendre et à léguer en héritage. La charrue et les bœufs changèrent les règles. Avec les animaux, tu pouvais travailler bien plus de terre. Et les animaux étaient une richesse qui marche. Un troupeau se compte, grandit, se possède. Et puis la terre. Un champ, on peut le clôturer, le défendre, et dire « ceci est à moi ». Le philosophe Rousseau l'avait deviné. L'inégalité commence le jour où quelqu'un clôture un bout de terre et dit « c'est à moi ». Et il y a l'ingrédient qui soude tout, l'héritage. Ce que tu accumules ne meurt pas avec toi. Tu le laisses à tes enfants, qui y ajoutent le leur. Génération après génération, une famille monte et une autre reste en arrière. L'écart se creuse, et pour la première fois, on est riche ou pauvre. Non pour ce que tu fais, mais pour la famille où tu nais. Et il y a un moteur silencieux que peu imaginent, la dette. Avec le surplus, celui qui avait du grain pouvait le prêter à celui qui n'en avait pas. Mais le grain se rendait avec des intérêts. Un peu plus que ce que tu avais reçu. Et celui qui n'y arrivait pas perdait sa terre. Parfois il finissait à travailler pour son créancier. Ainsi naissait une chose nouvelle et puissante. Dépendre, pour vivre, d'une autre personne. Et de nouveau, on le voit sous terre. En Bulgarie, à Varna, une tombe de 6 000 ans. Un homme enterré couvert d'or. Dans sa tombe, il y avait plus de 900 objets en or. Un trésor, pour une seule personne. Et à côté, des tombes vides, dépouillées. Pour la première fois, la mort raconte qui comptait et qui non. Les maisons aussi commencent à être différentes, certaines grandes, d'autres minuscules. Puis naissent les premières villes. Et avec elles, quelque chose qui protège la richesse. Au sommet, peu, rois, prêtres, chefs. En bas,
tous les autres. Et arrive l'écriture. Sais-tu à quoi elle servit, au début? Pas à écrire des poèmes. Elle servit à tenir les comptes. Qui possède, qui doit, qui paie l'impôt. La richesse, notée noir sur blanc. Et les impôts ne se payaient pas en pièces, mais en grains et en journées de travail dues au palais. De là, peu à peu, le monde que nous connaissons. Ceux qui commandent en haut, ceux qui travaillent en bas. Et pour défendre ceux d'en haut, il fallait des hommes armés. Les premières armées naissent aussi ainsi. La propriété changea aussi les rapports entre hommes et femmes. Avec la terre alléguée aux enfants, dans beaucoup de sociétés le pouvoir se concentra surtout chez les hommes. Mais voici la question la plus fascinante. Tout cela était-il inévitable? Longtemps on a cru que oui. Un chemin à sens unique, du village au roi, sans retour. Mais deux chercheurs, Grabert et Wengro, ont renversé cette idée. Ils ont montré qu'il existait de grandes villes anciennes sans palais et sans roi. Des milliers de personnes, sans chef. Et il y a un mystère qui complique tout. En Turquie, à Göbekli Tepe, s'élèvent d'énormes temples de pierre, bâtis par des chasseurs-cueilleurs, avant même l'agriculture. Déplacer ces pierres exigea beaucoup de gens, guidés par quelqu'un. D'autres peuples, en revanche, inventèrent un remède génial contre les riches. Celui qui devenait trop puissant devait offrir de grandes fêtes et donner, ou même détruire, ses biens. Le pouvoir ne s'accumulait pas, on le donnait. Une façon rusée d'empêcher quiconque de monter trop haut. Et des peuples qui changeaient de règles avec les saisons, égaux à une période de l'année, avec un chef à une autre. Parfois ils construisaient une hiérarchie. Et parfois ils la démontaient, redevenant égaux. Cela veut dire que l'inégalité n'a pas été un destin. Elle a été une série de choix. Alors pourquoi, au bout du compte, est-elle restée et s'est-elle durcie? Parce que ceux qui arrivaient au sommet construisaient des histoires pour y rester. Le roi est choisi par les dieux. Ta pauvreté est la volonté du ciel. Obéis. Et ils bâtissaient des temples et des monuments géants, pour appeler à tous qui commandaient. Une fois que le pouvoir se concentre, se défendre devient difficile. Et l'égalité s'évanouit. Dans l'Égypte antique, le pharaon était considéré comme un dieu vivant. En théorie, il possédait toutes et tous. Et pourtant l'histoire est pleine aussi de moments où ceux d'en bas ont renversé ceux d'en haut. Alors, quand sont nés les riches et les pauvres? Bien plus tard que tu ne le penses. Pour l'immense majorité de notre histoire, nous avons été égaux. L'inégalité est récente. Elle ne naît pas de la méchanceté humaine. Elle naît de trois choses: le surplus, la propriété, l'héritage. Ce n'est pas la nature humaine. C'est le résultat de la façon dont nous décidons de nous organiser. Et aujourd'hui, l'inégalité est redevenue énorme. Très peu de personnes possèdent autant que des milliards d'êtres humains réunis. Et les ingrédients sont les mêmes qu'il y a 10 000 ans. Le surplus, la propriété, l'héritage. Mais si c'est le fruit de choix, alors c'est quelque chose que nous pouvons encore rediscuter. Et changer. L'inégalité n'est pas pour toujours. Parce qu'elle ne l'a jamais été. Et sans souvenir change tout. Si quelque chose a commencé, alors c'est pour une raison. Et ce qui a commencé peut aussi, un jour, finir. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres questions comme celle-ci arrivent bientôt.